Avant de me lancer dans le grand bain, je vais faire un petit tour de présentation sur Accelor. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est possible. Accelor, on est éditeur de logiciels et pendant longtemps, on a été connu comme étant éditeur de ERP. Et cette ERP étant basée, bien entendu, sur notre plateforme low-code. Donc c'est un peu là-dessus qu'on a capitalisé au début. Quand en 2014, on crée notre solution, on crée notre application low-code. Et en 2019, la première version complète, on parle de la version de l'ERP. Si je devais retenir une grande date ces dernières années, c'est en 2022 avec cette levée de fonds de 10 millions qui nous a permis de vraiment accélérer notre croissance et notamment nous étendre à l'international, puisqu'en 2023, on a réussi à ouvrir une agence à Toronto. Cet objectif d'attaquer un peu le marché nord-américain. Voilà très succinctement Accelor, hein. Je ne veux pas survendre qui nous sommes. Et j'attaque tout de suite avec justement le cœur de la présentation, enfin tout du moins l'introduction, sur les enjeux du low-code dans la transformation numérique. Aujourd'hui, le low-code il prend une place de plus en plus importante et je pense que j'ai besoin de convaincre personne ici sur l'importance du low-code et du no-code. On est tous d'accord, il y a un consensus. L'idée, c'est un peu de remettre en perspective quels sont les différents points d'attache que l'on peut avoir avec une approche low-code. Pendant très longtemps, ça a été beaucoup centré sur l'élaboration de formulaires, enfin vraiment un petit pan finalement fonctionnel. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une multiplicité de solutions qui nous permettent de répondre à tous les besoins que l'on va rencontrer en clientèle, que ce soit sur le RP bien entendu, le CRM, la BI, le SIRH et notamment le BPM qui est le cœur du sujet de la présentation de ce jour. Pour rebondir un peu sur cette notion de BPM, ça me semblait assez pertinent d'attaquer avec ça puisque c'est aujourd'hui c'est pas juste un outil technique, hein, c'est vraiment une philosophie que l'on va venir proposer en déploiement chez les clients qui vont recentrer leur activité autour des différents processus. Il y a plein d'axes sur le BPM, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le fait que lors de l'élaboration et dans l'implémentation de processus, on va placer l'utilisateur final au centre de la solution et on va surtout lui donner la main sur ces processus. Et à ce titre, il y a une immensité de solutions qui aujourd'hui permettent de faire de la modélisation de processus. Il y a beaucoup de façons de les représenter. Et pendant longtemps, il y a une espèce d'opacité sur justement le lien entre la modélisation d'un processus et son implémentation. Pourquoi? Parce que ça reste quand même des outils qui sont assez techniquement lourds généralement et qui nécessitaient des grandes phases de développement. Et c'est là où justement le low-code a vu un véritable appel d'air pour justement s'illustrer comme étant la solution portée utilisateur qui permet de faire du développement et du déploiement de processus. Concernant notre cas d'usage, sur le choix que l'on a fait de la modélisation des processus, on s'appuie sur la norme BPMN. Alors, je me mets un petit challenge pour ceux qui ne connaissent pas la norme, ce qui est quand même assez intéressant. Ici, il est intéressant d'avoir quelques notions, notamment pour la suite de la présentation. C'est de vous apprendre la norme il est 19, allez, en 5 minutes, c'est vous apprendre les rudiments de la norme pour justement un peu comprendre ce qui va se dérouler. Si je devais aller très très vite sur cette norme, on a 3 grands blocs fonctionnels qu'on va identifier qui sont les activités. Les activités, c'est assez simple à reconnaître. C'est des carrés, enfin des rectangles. Et là, ce que j'ai pris comme exemple, je ne sais pas si vous voyez très bien, j'émets quelques doutes à cet égard, mais bon. Si on prend ce petit exemple d'exercice, il concerne un processus pour les pompiers de Paris, où d'emblée, on est capable d'identifier 2 rôles. On va identifier le centre d'appel et l'équipe d'intervention. Alors, je vais essayer à la souris de vous montrer. Donc voilà, on a le centre d'appel ici, en haut, et l'équipe d'intervention en bas. Si on fait un peu une lecture de ce qu'on a sous les yeux, on voit bien que dès lors qu'on a un nouvel appel, ça c'est modélisé par ce petit cercle à bord fin et vert ici, on va automatiquement enregistrer l'appel. Et là on voit bien que l'activité c'est quelque chose qui peut être typé, c'est pas nécessairement une activité utilisateur.
Et c'est pour ça que dans la norme BPMN, on va retrouver une multiplicité de configurations possibles pour une étape donnée. Est-ce que cette étape peut être automatique? Est-ce que cette étape est portée par un utilisateur en dehors du spectre de détection du SI, ou alors est-ce que c'est effectivement une action qu'on va demander à l'utilisateur de faire dans le SI? Une fois qu'on avance un peu dans le processus, on rencontre un nouveau élément d'importance qui va être la gateway. La gateway, c'est la passerelle en français, et c'est l'outil qui va nous permettre de symboliser la divergence ou la convergence de notre flux, le flux donc, que l'on voit modélisé par des flèches. C'est vraiment ce qui va nous permettre de nous indiquer comment réagir face à une situation de questionnement, par exemple, ou alors face à une multiplicité de tâches, et chacune des tâches ayant son importance, on a des outils pour modéliser ça. Dans le cas présent, on a deux situations, soit l'intervention peut être réalisée en autonomie par les pompiers de Paris, soit c'est hors périmètre de connaissances médicales, et dans ces cas-là, un appel à un médecin est fait. Donc on vient solliciter un autre participant, et ça, on vient le modéliser, on vient l'expliciter au final, plutôt que de juste le scripter. Et on arrive comme ça, au bout d'un moment, à dérouler tout un processus avec une première étape qui était l'enregistrement d'un appel, et la fin de ce processus qui est la résultante de l'équipe qui part en intervention. Donc vous voyez, au final, on a des éléments communs, on retrouve un peu toujours le même type de bloc, et surtout on a eu un outil extrêmement visuel. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise les avantages de la norme BPMN. Outre le fait que c'est un langage normé, comme son nom l'indique, aujourd'hui c'est une norme qui est supportée par l'OMG. Et l'intérêt, c'est que derrière, c'est pas quelque chose qui va être aléatoire dans la génération de contenu. On a la norme qui va nous explicitement nous dire comment générer le XML. L'intérêt sous-jacent, c'est que si vous modélisez un processus avec la norme BPMN dans une solution, elle est théoriquement transposable dans une autre solution qui supporte le format de la norme. Donc il y a vraiment un intérêt de communication au final. On n'est plus opaque dans la modélisation de son processus. Elle n'est pas trop compliquée à prendre en main. Là, on a fait ça en même pas 4 minutes. On aurait pu creuser un peu plus, bien entendu, mais assez rapidement, on arrive à comprendre les tenants et les aboutissants de cette norme et comment est-ce qu'elle peut s'utiliser. Et du fait de sa typologie, on arrive à modéliser tous les processus, et quelle que soit leur complexité. Il n'y a pas de, en tout cas en retour d'expérience, j'ai pas vécu un seul moment où je me suis dit la norme me limitait dans la modélisation d'un processus. Et petit bonus, il y a un petit regain d'intérêt ces dernières années, donc ça c'est vraiment un retour d'expérience côté Accelor. On se rend compte que de plus en plus d'institutions, de clients s'intéressent justement au fait d'implémenter leur processus et plus se contenter de manipuler des objets. Et de facto, ils reviennent vers nous avec ces questionnements autour de la norme BPMN. Donc bon, c'est une petite info supplémentaire qui peut être vue comme un avantage. Alors, je vous ai parlé de la norme BPMN, je vous ai parlé du BPM, et ce qu'on va faire maintenant, c'est pas s'arrêter là, c'est qu'on va passer en démonstration, ce qui me semble quand même un peu plus fun. Alors, ce que je vais vous faire, voilà, bienvenue sur l'interface actuelle d'Accelor. Ce que je vais vous faire, c'est vous présenter justement ces fameux 5 cas d'usage. Donc là, on a toutes les applications Accelor. C'est pas le cœur du sujet. Nous, on va se focaliser justement sur le studio. Et là, on voit que tout de suite, l'utilisateur, dans le contexte de l'application, il a une interface assez user-friendly qui va lui permettre de très rapidement créer du contenu graphique. Alors, on pourrait se dire, ok, pourquoi pas, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et si on regarde, on peut assez rapidement élaborer des processus un peu plus compliqués. Donc là, par exemple, on est dans le cas d'un processus de gestion de frais. Et alors là, la question, c'est comment je zoome sans clavier. Tant pis, on va improviser. Ici, on a
de la même façon que tout à l'heure, identifier justement toutes les étapes. On a notre première étape, on va avoir justement cette gateway qui va nous permettre de caractériser quels sont les chemins que l'utilisateur s'autorise. Et l'intérêt que l'on a de ça, c'est que bien que l'on soit sur un niveau d'abstraction assez élevé, on n'est pas rentré dans le détail du paramétrage ici. On a des sous-processus qui ne sont pas forcément explicites. On sait tout de suite, en tant qu'utilisateur, quelles sont les étapes auxquelles je vais devoir me soumettre dans le cas d'une nouvelle note de frais. À qui je dois référer, comment est-ce que ça s'en réfère. Si jamais on souhaite aller plus loin, on peut le sauvegarder, on peut l'exporter, ça nous fait une jolie image et on peut utiliser cette image dans une salle de réunion. Voilà, c'est un outil de communication au final, on a vraiment la capacité à venir spécifier un processus métier. Et après, ce qu'on verra un peu tout juste après, c'est comment est-ce que justement on va venir paramétrer, refaire le lien. Alors je vous ai montré un processus ici simple, on peut avoir des processus beaucoup plus compliqués où là justement on va rentrer un peu plus dans le détail. Si on prend par exemple le processus de gestion des notes de frais, là sur les sous-processus, cette fois-ci on a pris la peine de typer chacune des étapes pour chacun des grands axes du recrutement. Par exemple celui qui est au centre de l'écran, ça va être le recrutement et l'entretien téléphonique, où là, effectivement, on identifie les cas de figure un peu délétères sur l'objectif final qui est de recruter quelqu'un, à savoir le candidat n'est plus disponible ou n'est pas inséré. Et ça, c'est vraiment une caractérisation visuelle. Alors, je pourrais vous faire la lecture de ce processus, ça me prendrait 10 minutes, ça intéresserait 1% de la population. Plutôt que d'aller dans cet axe-là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut très rapidement, avec des processus très très simples, quand même obtenir des résultats assez satisfaisants. Donc là, le processus que vous avez sous les yeux, c'est un processus qui permet de suivre les RIB. Il est assez simple au final, dès lors que l'on crée un nouveau RIB, on vient stocker la valeur de l'IBAN. Et si jamais la valeur de l'IBAN change, alors on demande à un utilisateur de venir valider l'ensemble de ce processus a été fait avec du no-code. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je peux venir insérer, si je le souhaite, des éléments. Et après, en ce qui concerne le paramétrage, on va s'appuyer sur des outils graphiques qui renvoient à l'utilisateur du texte. Donc il y a vraiment... il n'y a pas d'aspect de code. Le code est généré niveau back et c'est vraiment du code assez structuré. L'avantage, c'est qu'on a une sécurité. Bon, ça, tout le monde le connaît dans le monde du no-code. Donc voilà le petit processus, une tâche utilisateur de validation, et ensuite je bouclerai tant que le RIB sera actif, le RIB n'étant estimé ici plus actif quand il est archivé. Donc si c'est très très embêtant ça. Alors vraiment pas top. Si je me prête à l'exercice, voilà. Ici, on a une liste de RIB. Je vais m'amuser à faire des copier-coller à la souris. Voilà. Ici, on a une liste de RIB. Et je vais créer un nouveau RIB en direct. Voilà. Hop. Je vais aller chercher un nouvel IBAN. Très bien. Voilà. Passionnant. Coller. Super. Donc j'ai ici un nouveau RIB et remarquez que là j'ai affiché le champ qui permet de conserver l'historique. Ce RIB de base est actif, c'est logique, et on peut même, si l'on le souhaite, aller voir pour ce RIB là dans quel état du processus il se trouve. Là on voit bien qu'on est venu historiser notre valeur. L'intérêt c'est que déjà l'utilisateur visuellement il sait où est-ce qu'il en est pour son RIB. Si jamais on veut aller plus loin, on a des petits tableaux de bord qui, à un moment donné, pour une étape utilisateur, vont venir s'incrémenter du temps passé. Et c'est exactement ce que l'on va faire ici. Je vais changer mon IBAN. Ici, je vais générer un nouvel IBAN. J'en ai généré un autre. Ouais. Et ici, je vais venir modifier mon RIB en direct. Je colle, voilà. Je sauvegarde. Je suis consciencieux, j'ai sauvegardé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? On voit bien que dans ma vue ici, mon RIB n'est plus actif. Il est inactif, la petite case à cocher ne l'est plus. Et si je retourne voir mon processus, on voit bien que j'ai avancé. J'ai bien satisfait la petite condition que j'avais mise ici.
et je suis dans l'attente qu'un utilisateur intervienne. C'est là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a atteint une étape utilisateur, on va pouvoir commencer à générer de l'indicateur. Le temps que l'on passe sur cette étape-là, à quel moment est-ce qu'elle a été activée, et surtout qui va être l'utilisateur qui l'aura complété. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la force de l'implémentation BPM, c'est de se dire, on est capable de faire en plus, d'aller plus loin que de faire des jolis graphiques. C'est vraiment générer de la donnée, et la donnée, elle est générée par le moteur de workflow, elle n'est pas générée par un script quelconque. C'est vraiment nativement embarqué dans le fait d'avoir du BPM, et le fait d'avoir cette donnée disponible, ça nous permet derrière de l'exploiter pour faire de l'amélioration continue, par exemple. Si on s'intéresse à mon RIB, ici, je ne peux pas le modifier. Je ne peux pas le modifier parce que, au final, tout le paramétrage et l'accompagnement de l'utilisateur, c'est quelque chose que, pareil, je vais venir définir depuis mon interface. Ici, sur ma tâche utilisateur, j'ai restreint l'accès au booléen en écriture au rôle accounting. Si par contre, maintenant, je change, je mets administrateur, on est toujours dans un univers no-code, c'est fabuleux, j'ai juste fait un clic, je déploie la nouvelle version. Et maintenant, ici, quand je vais rafraîchir mon RIB, je suis administrateur, j'ai la possibilité de venir modifier. Le pilotage de la vue est aussi, enfin, tout du moins, l'accessibilité à la donnée est aussi quelque chose que je veux venir piloter avec le BPM. Maintenant, on pourrait aller un peu plus loin, on pourrait se dire, lorsque je modifie un RIB, j'aimerais bien envoyer un mail. Alors, on peut utiliser des connecteurs pour envoyer des mails, mais on peut aussi se dire, est-ce que ce ne serait pas une fonctionnalité qui serait attendue à une étape du processus? Dans ces cas-là, c'est pareil. L'avantage d'avoir un BPM, c'est qu'on peut au final implémenter tout un tas d'autres fonctionnalités. Par exemple, ici, la possibilité d'envoyer voilà, super, intitulé du mail. La possibilité d'envoyer un mail dès lors que l'on atteint cette étape, c'est-à-dire la modification du RIB. Là, si je sauvegarde et je déploie, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai dit, à partir du moment où cette étape est atteinte, tu vas envoyer un mail qui est basé sur un modèle de message. Le modèle de message étant paramétré, encore une fois, en low-code dans l'application. Ici, on a la liste de tous les modèles. Et j'ai rattaché celui de la modification du RIB. Si je fais maintenant un nouveau RIB, je vais dupliquer celui-ci, je ne vais pas m'embêter. Je fais un nouveau RIB. Ouais, il n'a pas aimé. On va tenter ça. Et on tente ça. Voilà. Si j'ai mon nouveau RIB, j'ai de nouveau la possibilité d'aller voir mon étape de processus. Donc tout s'est passé exactement comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Au prorata de ma connexion Internet, ça devrait s'afficher. Voilà. Et maintenant, on va venir modifier le RIB, tout simplement. Hop, et on va regarder ce qui se passe. Je modifie, voilà, hop, coller, tac. Donc là, on a le même comportement que tout à l'heure, à la différence près que dans tous mes messages ici, je suis bien venu envoyer un petit mail. Et d'ailleurs, je suis venu récupérer dynamiquement l'URL du mail en question. Voilà. Si je clique dessus, ça m'ouvre mon mail. Bon, alors on a ici vu assez rapidement des fonctionnalités presque basiques de ce qui est attendu sur un BPM. C'est vraiment designer son processus, exécuter quelques scripts, demander à l'utilisateur d'intervenir. Et puis comment modifier, comment guider l'utilisateur dans le formulaire. Oui. Non, j'ai pas fini. Vas-y. Vas-y. One-to-one. J'avais juste une question. Est-ce qu'il est possible d'avoir des connecteurs comme Make ou Zapier pour pouvoir faire des actions externes? Oui, en fait, l'intérêt d'implémenter un moteur de workflow, c'est que c'est pas quelque chose qui doit être compartimenté à la solution. C'est quelque chose qui doit être ouvert sur l'extérieur parce qu'effectivement, des fois, on va aller récupérer de l'information à d'autres parts du SI et on a besoin de cette information pour faire avancer le processus. Le moteur de workflow ne doit pas être restreint à la seule application dans laquelle il est développé.
effectivement, c'est faisable. Et chez Accelor, on l'a fait. Mais, voilà. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur HO ou Non. Bon, bah, je vais continuer. Donc là, c'était un petit RIB sympa, c'était un petit processus sympa, et derrière, on peut aller voir un autre cas d'usage. Donc, je vous ai montré la note de frais, je vous ai montré le recrutement, je vous ai montré la partie RIB, et maintenant, pareil, on va s'attaquer à un processus un peu plus costaud, un peu plus proche de ce qu'on pourrait avoir en clientèle, même si le processus des RIB est facilement implémentable en clientèle. C'est vraiment le parcours de la demande d'achat. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser un certain nombre d'éléments de la norme BPMN pour pouvoir accompagner l'utilisateur au max, pour pouvoir sécuriser aussi la façon dont la data elle est persistée. Si on regarde ici notre processus, on va retrouver un ensemble de tâches utilisateurs, et à cette étape-là, c'est une étape assez intéressante au final. On va avoir une tâche règle métier, donc c'est vraiment une fonctionnalité. J'ai rapproché mon téléphone. Voilà. C'est vraiment une fonctionnalité qui est assez percutante, où au final, au lieu de coder des lignes éternelles de conditions, on va utiliser plutôt des tables, et c'est ces tables-là qui vont nous permettre de déterminer une donnée de sortie. Donc vraiment, il y a une espèce de vision d'automatisation de la décision qui est portée par ce genre d'éléments. Ce qui va être intéressant, c'est de se dire, j'ai cet outil de rationalisation de mes règles métiers, et comment est-ce que derrière, dans le BPM, je vais venir les exploiter. Et ça, c'est aujourd'hui des choses qui se doivent d'être transparentes. Si on regarde cette petite demande d'achat, je vais juste dérouler le scénario, donc je vais en faire une nouvelle ici. Dès lors que je sélectionne une demande, voilà, j'ai mon processus, j'ai même d'ailleurs l'information qui s'affiche ici de l'étape à laquelle je suis. Donc il y a aussi, c'est quelque chose que je n'avais pas montré pour les RIB, mais ça peut être intéressant de se dire comment est-ce que mon moteur de workflow peut aller encore plus loin dans l'accompagnement de l'utilisateur. On a ici l'information du nom de l'étape. On peut avoir également une petite aide contextuelle qui va d'ailleurs pouvoir générer des petites alertes en disant à l'utilisateur, attention, vous avez besoin de remplir l'ensemble des informations du premier panneau pour pouvoir aller plus loin. Je vais m'y soumettre parce que c'est pas ce que je voulais montrer prioritairement. Hop. Toc. Donc on avance, on sélectionne le produit. On fait des copier-coller, fabuleux. Voilà, renseignements budgétaires, j'y suis. Donc on voit qu'au fur et à mesure, hein, ici mes petites étiquettes elles avancent. Ça veut dire que tout simplement mon processus avance. Hein. Si je vais voir l'instance de processus à cette étape-là, ouais. Si je vais voir l'instance de processus à cette étape. Oula, j'ai fait quoi? À cette étape-là, on va retrouver ici, on va retrouver tout le détail des étapes auxquelles je me suis soumis. On va également avoir l'information du nombre de fois sur lesquelles je suis passé par ces étapes-là, donc j'ai vraiment des petites informations. Dans mon cas de figure, ici, je vais avancer parce que ce qui m'intéresse, c'est la table de décision. À partir du moment où j'en suis à l'étape à demander, si je retourne sur justement mon processus, je suis ici. Et donc derrière, je vais passer par cette fameuse règle métier. Et ce que j'ose espérer quand j'ai fait mon paramétrage, c'est que l'assignation et le dossier, qui sont au final les données de sortie que j'ai caractérisées dans ma règle métier, soient automatiquement portées par mon processus. Alors, espérons ne pas être victime de l'effet démo, mais quand je clique sur demander, ok, ça s'est plutôt bien passé, c'est rassurant. Quand je clique sur demander, on voit bien que automatiquement, j'ai avancé à une étape suivante. Et en plus de ça, ici, je suis venu affecter non pas une donnée textuelle, mais vraiment une fiche utilisateur. Donc vraiment un objet dans l'application. On a la possibilité de manipuler comme ça des données. On voit tout de suite l'intérêt, c'est-à-dire qu'on va pouvoir après, une fois qu'on a implémenté du BPM, se poser des questions de planification des étapes du processus. Comment est-ce qu'à chaque étape, je peux planifier
la réalisation de cette étape à quel utilisateur, comment est-ce que je vais l'adresser aussi. On a tous ces enjeux qui sont portés par le BPM. Et ultimement, si on regarde le processus, ce qui va nous intéresser, c'est justement la communication entre des objets qui pourraient ne pas avoir de lien entre eux de base. Ici, on est sur une demande d'achat et ce que j'aimerais faire, c'est venir créer un devis et que dans le devis, je récupère un maximum d'informations. J'ai un continuum au final entre des objets qui techniquement sont disjoints. Et ça, le BPM nous permet de combler ce genre de faille assez rapidement. Si je clique ici sur créer un devis, je vais générer un nouvel objet. Je vais reprendre d'ailleurs un maximum d'informations qui ont été caractérisées dans ma demande d'achat. Et si je retourne sur mon instance de processus et que je souhaite voir l'avancement au final de mon processus pour cette étape-là, soyez tolérants. On va continuer, le temps que ça se rafraîchisse ici. Ok, on va changer de stratégie. Très bien. Donc, si on regarde un peu ce qui s'est passé, on est venu, après justement l'étape de création du devis, mon affectation, je suis venu aller communiquer avec un autre processus au final. Bon, il est caractérisé dans le même modèle, mais on a exécuté deux petits scripts. Bah, ces deux petits scripts, vous vous en doutez, nous ont permis de créer un nouvel objet. Et sur cet objet, je vais retrouver exactement les étapes auxquelles je suis soumis ici. Donc pour l'instant, elles ne sont pas affichées. C'est pas grave, je choisis ici d'afficher justement le statut. Et ça, c'est encore une fois tout l'intérêt du BPM No Code, c'est que si l'utilisateur exprime un nouveau besoin, notamment d'accompagnement dans sa vue, on a la possibilité de le faire et il a même la possibilité, lui, de le faire. C'est un peu plus pertinent, je rafraîchis maintenant. On voit bien ici que sur mon instance de processus, j'étais bien indiqué comme étant à l'étape demande de devis et c'est également l'information que je vais retrouver là. Je demande, oui, voilà. Je demande mon devis et là je me retrouve en tant qu'utilisateur accompagné sur un nouvel environnement, sur un nouveau formulaire, sur un nouvel objet. J'ai pas de perte d'informations moi d'un côté management puisque je sais quel est le lien entre tous les objets que je vais paramétrer dans mon BPM. Donc ça a un intérêt assez fort, c'est que on arrive vraiment à avoir un fil rouge et qui est un peu l'image de la philosophie BPM, c'est-à-dire l'implémentation des processus transverses aux différents services de l'entreprise. Et ça, c'est aujourd'hui, pour moi, une des grandes forces d'avoir un BPM, c'est vraiment ça, c'est de se dire, quand j'ai un point d'entrée dans l'entité, par exemple un lead ou une opportunité, je vais réussir à accompagner avec un processus la gestion de cette opportunité jusqu'à peut-être la facturation ou même l'écriture comptable si on le souhaite. Et on a vraiment cette possibilité de graphiquement paramétrer ce genre de flow qui, sur une phase de développement classique, nous aurait demandé beaucoup de réflexion et beaucoup de temps. L'avantage, c'est que toute cette réflexion et tout ce temps sont portés par justement le BPM et les logiques intrinsèques de ce genre de plateforme. Alors, je m'étais dit que j'allais réserver un petit quart d'heure de questions. Normalement, je suis pas trop mal. J'avais promis 5 cas, je crois que j'en ai montré que 4. Mais bon, la logique restera toujours la même. Je reviens sur cette présentation pour un peu faire la petite conclusion. Voilà, donc ce que j'ai voulu vraiment vous transmettre au travers de cette présentation, c'est que aujourd'hui, si on veut rester cohérent avec la démarche no-code, il faut au maximum projeter les utilisateurs finaux dans leurs solutions. Et la demande d'un utilisateur, c'est vraiment de comprendre, de pouvoir suivre les étapes métiers qui vont lui permettre de générer de la valeur et ne pas se retrouver égaré et ne pas se retrouver à ne pas savoir quoi faire. Et je trouve que le BPM, pour moi, est une solution assez maligne dans le sens là où c'est un outil qui derrière est très technique,
Finalement, si on veut regarder dans le code derrière, c'est assez technique. Et on a réussi, avec justement des outils no-code, à rajouter suffisamment d'abstraction pour que l'utilisateur n'ait pas besoin de se préoccuper de toute la technique et n'ait plus qu'à designer le flux que lui veut utiliser. L'autre avantage, c'est que si jamais on est soumis à une contrainte, et c'est vrai que là j'ai montré un peu de paramétrage, mais je ne suis pas assez allé plus loin dans le paramétrage, l'avantage majeur, c'est que si jamais on est soumis à une contrainte, qu'elle soit externe ou d'ailleurs ou interne, on a la possibilité d'être extrêmement réactif via justement toutes ces interfaces low-code et no-code de reparamétrage. Parce que la clé du BPM derrière, c'est toujours la satisfaction client. Et si on veut augmenter la satisfaction, eh ben, on a besoin d'être plus performant. Et le BPM est un outil de métrique de la performance. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi aujourd'hui s'inscrit en plein cœur des enjeux des applications low-code. Et d'ailleurs, je pense qu'ici, il y a beaucoup de solutions qui proposent des outils de modélisation d'applications avec des workflows, des processus intégrés, parce qu'on a tous un peu cette conscience de l'importance de mettre en place des process sur nos objets métiers. Bah, écoutez, merci pour votre attention. J'espère vous avoir intéressé ou tout du moins un peu percuté sur ces notions-là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Oui. Yes. Bonjour. Du coup, pour avoir bien compris, enfin, la partie modélisation BPMN, vous avez aussi évoqué une notion d'interopérabilité avec d'autres systèmes potentiellement qui s'appuieraient aussi sur la même norme de modélisation. Oui. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'écosystème, en gros, demain, je prends quelque chose dans Axelor, je l'exporte. Est-ce qu'il y a déjà des systèmes sur lesquels en face, je le réimporte tel quel et ça fait exactement pareil? Est-ce qu'il y a un écosystème déjà de partenaires ou c'est plus une norme de modélisation sur lequel ils vont avoir la même? C'est une norme de modélisation. Aujourd'hui, vous prenez bpmn.io, qui est un outil de modélisation classique de la norme BPMN. Vous générez un fichier au format un fichier XML. La structure de cet XML et le contenu sont normés. Donc si vous l'importez dans une solution tierce qui supporte le format BPMN, qui supporte la norme, vous aurez votre processus modélisé tel quel avec le positionnement de vos étapes telles que vous les avez paramétrées initialement. C'est ça l'idée. Après, évidemment, toute la partie paramétrage et abstraction et hybridation avec une plateforme low-code, ça, forcément, ça ne peut pas être appliqué, à moins d'un coup de poker. Mais l'idée du processus, c'est pas tant de... Parce que la partie la plus longue, au final, aujourd'hui, avec toutes ces applications low-code, c'est pas tant le paramétrage, c'est vraiment l'élaboration du processus. C'est la réflexion qu'on va mener en amont sur à quoi ressemble mon process métier, comment je le modélise, quels sont les différents cas de figure. Donc au final, c'est ça l'intérêt. Et la partie paramétrage, derrière, ça, pour moi, ça ne représente même pas 20% du temps que l'on va accorder à l'élaboration d'un process. Enfin, en retour d'expérience. Ok, mais alors du coup, si je tourne la question autrement, j'ai un fichier XML norme BPMN, je le charge dans Axelor, donc il va s'afficher tout bien. Oui, et je peux le paramétrer. Mais alors, derrière, il faut quand même que je paramètre, c'est-à-dire que la partie applicative derrière qui se base sur ce process-là n'est pas directement déduite de la modélisation. Il n'y a pas ce niveau d'intelligence aujourd'hui. Voilà. Okay. Merci. Pas encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Déjà, merci pour la présentation. J'avais une petite question concernant les versions de processus. J'imagine qu'en fait, certains processus, on peut les modifier, donc il y a différentes versions qui peuvent cohabiter ensemble. Ah, excusez-moi. J'ai différentes versions qui peuvent cohabiter ensemble d'anciens processus et de nouveaux. C'est géré comment, en fait Alors, c'est au choix du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'au moment où on déploie une nouvelle version, on a cette possibilité de migrer les précédents enregistrements vers la nouvelle version. Si jamais on est face à des situations techniquement conflictuelles, par exemple d'étapes à laquelle on se trouvait sur la précédente version qui ont été supprimées dans la nouvelle version, il y a également sur les interfaces que je vous ai montrées, je n'ai pas fait la manip, mais il y a la possibilité de venir respécifier où est-ce qu'on positionne le jeton, où est-ce qu'on se remet à l'échelle de l'instance.
Et finalement, on a aussi la possibilité de faire des migrations unitaires, c'est-à-dire que pour une instance donnée, on va indiquer quelle est la version originale, quelle est la version cible, et faire un process de migration de cette instance spécifiquement. Après, en termes de bonnes pratiques, je déconseille de faire 78 modifications d'un coup et d'avoir une approche un peu plus itérative pour justement éviter les cas de figure un peu conflictuels où les anciennes instances seraient difficiles à maintenir. Mais les deux situations peuvent exister. Vous pouvez avoir très bien des instances qui continuent à tourner sur l'ancienne version et l'ensemble des nouvelles instances utiliseront la nouvelle version. Merci. Pas de souci. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a la possibilité de sortir d'Accelor pour aller dans un autre SI de la S400, du Java, et de revenir à une étape plus tard? Oui, c'est tout l'intérêt d'un moteur de workflow, il est accessible, on peut faire un appel API dessus, on a accès à tout moment pour une instance donnée à l'étape, on peut conditionner la façon dont on passe à l'étape suivante. La condition, elle est indexée sur une valeur de la donnée en back, et donc c'est ça que l'on vient paramétrer. Voilà. Tant qu'il y a une API dispo et si on veut faire un peu de code Java, on peut y aller, on peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a eu des contacts qui nous ont sollicité uniquement pour justement l'utilisation pure du BPM en mode appel API only. Voilà. Et c'est possible. C'est prévu initialement par ce genre de solution. Bonjour. Alors j'ai une question à propos des connexions. Est-ce que les connexions d'Accelor avec les systèmes ERP, CRM et BI sont des connexions natives ou on doit passer par des outils no-code pour remonter les informations? C'est-à-dire tout à l'heure, vous avez montré qu'on est en train de mettre à jour les informations pour le RIB ou des informations comme ça. Est-ce que c'est remonté instantanément dans nos systèmes ou c'est à passer avec des outils no-code ou low-code pour envoyer l'information? Du coup, nous, notre BPM, on l'a intégré dans notre ERP directement. Donc si jamais vous voulez manipuler un objet, comme ce que j'ai fait pour les RIB, j'ai juste fait ma petite connexion, j'ai juste dit, exécute-toi sur l'objet RIB, et derrière, j'ai accès à l'ensemble des données disponibles dans mon RIB. J'ai pas de surparamétrage à faire. C'est l'avantage d'avoir cette suite un peu tout en un avec le RP, le CRM, le BPM et la partie création d'applications tout embarqué en live. Voilà. Du coup, si on prend un exemple, on a un système CRM Pipedrive. Si on veut j'entends pas très bien, je suis désolé. Si on veut prendre un exemple, par exemple, notre CRM c'est Pipedrive, et pour connecter Accelor à ce CRM, donc on doit nous-mêmes faire la connexion ou ça existe déjà dans Accelor? Alors dans Accelor, il y a plusieurs approches. Soit vous êtes en maîtrise de vos endpoints sur votre CRM et vous savez un peu comment venir aller chercher de la donnée, ou tout du moins, ou soit aller la chercher, soit la pousser, peu importe. Ça c'est possible, on a des outils que je n'ai pas présentés ici parce que c'était pas le cœur du débat, mais vraiment de caractérisation un peu comme le BPM, de caractérisation de web service en low code, où on a vraiment on met notre URL et puis ensuite on spécifie le web service et derrière on peut venir l'appeler dans le BPM via une tâche script. Et sinon on a des applications comme Accelor Connect qui ont des comportements très proches de ce que va proposer un Make ou un Zapier, qui ont un parc d'applications disponibles déjà prêtes à l'emploi. Et là c'est l'élaboration de scénarios entre justement les différentes applications du SI. Voilà. Merci. Pas d'autres questions? Sinon, thank you for your presentation once again, for your questions and answers. Don't go away. We would like to invite you for the party that's gonna be over there until midnight. So join us and again, have fun. Merci.